Dès que nous l'occasion. Merci à Christian Bouchet de son invitation. Et merci à vous qui êtes très nombreux. Je suis en charge de la formation à la Fédération Front National du Rhône. On n'atteint pas toujours cette affluence. Ça arrive tout de même, mais pas toujours. Donc je vous remercie vivement. Alors, je ne vous présenterai pas, pour commencer et d'emblée, le détail du livre. J'en dirai simplement quelques mots. C'est un livre que j'ai voulu hybride, composite, c'est-à-dire qu'il comporte des éléments de biographie. Je crois avoir rassemblé tout ce qu'il était possible de rassembler sur la personne de Poutine, sachant que l'homme est secret et son entourage est discret. On ne dispose pas d'un grand nombre de données sur Poutine, il y a quelques livres, je les ai à peu près tous lus, mais en effet je crois qu'il faudra attendre quelques décennies avant que les archives du KGB, de celles de la mairie de Saint-Pétersbourg émergent peut-être des données un peu plus précises. Néanmoins, il y a suffisamment de choses disponibles, d'éléments disponibles pour dresser un portrait politique de Poutine, c'est ce que j'ai voulu faire. Le livre comporte également une enquête sur la Russie contemporaine et sur le consulat de Bonaparte. Je reviendrai sur cette distinction entre Bonaparte et Napoléon. Mais en même temps, il s'agissait essentiellement d'un ouvrage, d'un essai de philosophie politique, par lequel je voulais nous penser, nous, Français contemporains, dans la France contemporaine et dans cette situation historique, à mes yeux, décisive et particulière qui est la nôtre. Donc, j'ai voulu pratiquer une sorte de billard à trois bandes qui menait du consulat de Bonaparte à la Russie de Poutine pour revenir à nous, sur quelques thèmes essentiels que je vais aborder pour la plupart, à savoir l'autorité de l'État, la valeur de la nation, l'indépendance de cette même nation, la question de la souveraineté à l'époque de la mondialisation et la question des droits de l'homme. Bon, il y en a d'autres, bien évidemment, que j'effleurerai sans doute aujourd'hui. Alors précisément, mon attention a été attirée sur Vladimirovitch Poutine, parce que c'est son vrai nom. J'ai joué un petit peu sur le rythme, vous savez, des noms russes, puisque vous avez le prénom, le nom patronymique, fils de Vladimir, et puis le nom propre. Bon. Mon attention a été attirée sur lui au début des années 2000, alors qu'au départ c'est une figure ambiguë. Il émerge de l'entourage yeltsinien, après une succession de premiers ministres, dans un état d'instabilité politique absolue. La Russie de Yeltsin, j'en dirai bien évidemment quelques mots, est dans un état proprement désastreux tout au long de la décennie 90. Donc il y a une valse des premiers ministres en 98-99 qui s'achève avec Poutine, qui devient, par la décision de Boris Yeltsin, président par intérim de la Fédération de Russie, avant de remporter l'élection de mars 2000. Alors au départ, c'est une figure dont le profil n'est pas encore parfaitement tracé. Il profitera notamment de l'aubaine stratégique que lui offrent les attentats du 11 septembre pour inscrire la guerre de Tchétchénie, qui est le premier acte majeur de sa présidence. Guerre de Tchétchénie qui, il faut le rappeler, est la seconde, puisqu'il y en a une première qui a lieu en 94-96 et qui est perdue par les Russes, la Tchétchénie s'installant dans une indépendance de fait. Les Russes ne l'avaient pas digéré, car en effet ils ont dû subir le dépeçage d'un empire multiséculaire au moment de l'implosion de l'Union soviétique, le Kazakhstan, la Kirghizie, se détachant de la métropole russe. Et au fond, le Caucase Nord est la ligne rouge. C'est-à-dire que si la Fédération de Russie cède là, eh bien, c'est son destin même en tant que nation souveraine qui est en cause. Bon. Alors Poutine, au départ, paraît installer donc, la guerre de Tchétchénie dans l'axe de la lutte contre le terrorisme mondialisé, qui est le fer de lance de l'administration Bush. Là, j'avais prévu ça. Et puis, très rapidement, Poutine va construire et va apparaître comme, au contraire, un opposant, précisément au nouvel ordre mondial, pour reprendre la formule de George Bush père. Très rapidement, à partir de 2002, d'ailleurs, il y a un certain nombre de néoconservateurs américains qui ne lui font pas confiance dès le départ, ils ont bien raison.
Zbigniew Brzezinski, néoconservateur démocrate, le qualifie dès 2001 de Mussolini moscovite, je cite. La géopolitique américaine va varier sur sa personne pendant 2 ou 3 ans, et puis très clairement, à partir de la crise irakienne, Poutine apparaîtra comme un opposant, précisément, au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire aussi à une certaine logique mondialiste qui, précisément, eh bien, comporte 2 facettes. Et c'est de là que je voudrais partir, après cette entrée en matière. La mondialisation, c'est à la fois une accélération du libre-échange comme idéologie et comme pratique, sachant que le libre-échange, il faut toujours le décider. Hein. Ce n'est pas un phénomène climatique, c'est pas comme la pluie, c'est pas une espèce de fatalité. Au contraire, c'est le consensus de Washington, élaboré en 1989 par un certain John Williamson, qui deviendra la politique générale des États-Unis et de l'Angleterre pour les autres. C'est-à-dire en gros, protectionnisme pour nous, libre-échange pour vous. Hein, ouvrir le plus grand nombre de marchés en imposant un certain nombre de critères extrêmement contraignants, baisse du salaire moyen, libéralisation du service public, etc., pour tenir véritablement l'économie d'un certain nombre de pays. Et puis donc l'autre face de ce qu'on appelle la mondialisation, qui encore une fois n'est pas un phénomène climatique, qui résulte d'une volonté, et d'une volonté ferme des États-Unis principalement, mais aussi de l'Angleterre et malheureusement pour nous, de la France, qui se situe résolument dans l'axe euro-libéral et euro-atlantiste depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans, c'est une vieille affaire. Et là, De Gaulle, tu as raison, met un terme à une première phase de géopolitique atlantiste au cours de la 4ème République. Et puis Giscard nous y ramène. Il y a quelques vicissitudes. Bon, on peut remarquer le refus de Jacques Chirac de rentrer en guerre en Irak aux côtés des Américains, mais ça ne me semble pas véritablement relever d'une politique consistante. Donc, Poutine rompt avec cette politique de soumission et d'aliénation de la Russie au nouvel ordre mondial. Qu'incarne-t-il véritablement? Et que peut-on opposer aujourd'hui à cette mondialisation qui a donc 2 faces indissociables l'une de l'autre, à la fois une dimension économique et une dimension politique d'hégémonie mondiale, effectivement. Alors, il y a 2 possibilités. Soit la constitution d'une sorte de contre-empire. Ce serait le sens de la pensée d'Alexandre Douguin, qui, je sais, est bien connu par Christian. Cette idée d'une sorte de politique des civilisations, mais anti-atlantiste, si on pouvait constituer. Alors, Douguin le pense autour de la Russie, mais il le souhaite également pour l'Europe. Hein, comme si l'Europe occidentale devait et pouvait s'unifier pour constituer un môle de résistance à l'hégémonie américaine. Bon. Et puis, il y a l'autre voie, celle de la réaffirmation des nations souveraines, quelle que soit la diversité de leur puissance, pour faire pièce, précisément, à cette volonté d'unifier le monde autour d'une seule volonté et des intérêts d'un seul groupe de nations. Bon. Je vous le dis tout de suite, je suis partisan de la seconde solution, c'est-à-dire que je suis très sceptique quant à l'idée de constituer des blocs civilisationnels, comme cela, qui résisteraient au nouvel ordre mondial. Il me semble que ce serait finalement revenir à une sorte d'Union européenne, mais des substances, des cultures, des identités. Alors certes, c'est toujours plus sympathique que l'Union européenne libérale et soumise à l'ordre atlantiste que nous connaissons, mais ça ne me semble pas une alternative, si vous voulez, praticable, ni même souhaitable. Je suis, pour ma part, totalement et farouchement et définitivement attaché à la souveraineté de la France. Qu'ensuite nous passions des alliances, des partenariats, que nous entretenions des proximités avec d'autres nations d'Europe, bien entendu, mais avec la Russie. Ça veut dire qu'on ne fait plus l'Union européenne, qu'on fait autre chose, qu'on fait un autre système d'alliance. J'y reviendrai dans quelques instants, en essayant de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Alors Poutine, dans tout ça, précisément, il occupe à mes yeux une place majeure, pour plusieurs raisons. Certes, on pourrait penser que Poutine constitue une sorte de contre-empire. Justement, solution Douguin, former comme ça une espèce de bloc, un grand môle de résistance. Et ça se comprend, parce qu'en effet, Poutine hérite d'une nation impériale, d'un empire disloqué, l'empire soviétique. La fédération de Russie
présente un visage multiethnique, multiconfessionnel, qui est le legs impérial précisément, hein, c'est-à-dire qu'il y a une tête russe, et puis il y a effectivement une mosaïque de populations, pas si nombreuses en réalité, parce que vous savez que les densités de population en Russie sont très très variées, les Yakoutes par exemple tout à l'est sont très très peu nombreux, bon, et puis le Caucase, effectivement le Caucase compliqué, qui est l'Orient compliqué des Russes, effectivement est beaucoup plus, connaît une démographie beaucoup plus active. Donc on pourrait penser que Poutine, héritant de l'URSS, donc empire à vocation mondiale, prolétarienne, héritier lui-même de l'empire tsariste, qui se destinait à être la troisième Rome, hein, autour du triptyque autocratie tsariste, nationalité mais russe, je vais revenir, orthodoxie. Bon. Donc on pourrait penser que Poutine est finalement le représentant, le chef, le leader d'un contre-empire russe qui aurait vocation à s'étendre. Je crois que cette représentation est erronée pour plusieurs raisons. D'abord, si la Russie est un empire, si elle l'est toujours, un empire tout de même mutilé, encore une fois, de 14 des 15 ex-républiques soviétiques, hein, du Tadjikistan aux pays baltes, en passant par l'Ukraine, l'Ukraine qui est au cœur des choses, bien évidemment, j'y reviendrai à la fin de cette intervention. Donc on pourrait penser que, oui, on pourrait croire que la Russie est encore un empire. Moi il me semble que c'est une nation d'héritage impérial, mais à tête russe. Et en effet, la constitution de 1993, qui est d'ailleurs le seul acquis positif de la période Yeltsin, c'est une constitution, je fais une petite parenthèse ici, très très présidentialiste, mélangeant des éléments constitutionnels français et américains. D'ailleurs, il y a le doyen Gélard, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui a été le conseiller de Boris Yeltsin à cette époque-là. On pourrait dire que c'est un des rares conseillers qui n'est pas entraîné Yeltsin dans la voie de la soumission à l'ordre washingtonien, puisque Yeltsin, j'y reviendrai également dans quelques instants, était entouré de conseillers, tous acquis. Attali a sévi, hein, Jacques Attali a sévi en Russie à cette époque-là à travers la Berde, de conseillers qui ne lui conseillaient jamais rien d'autre que de se soumettre aux volontés du maître, précisément américain. Bon. Donc, l'Empire russe, pour y revenir, parce qu'en effet, la Russie a été un empire, était un empire tout de même très territorial, centré sur lui-même, qui finalement, qui a toujours été étranger aux aventures messianiques que les Anglais et les Américains infligent au monde depuis plusieurs décennies, mais tout particulièrement depuis 20 ans. En effet, on pourrait dire que pour les Russes, vous savez, la mission, hein, le messianisme, la mission de l'Empire russe, elle est accomplie. Elle est accomplie, c'est-à-dire rassembler sous la bannière russe et orthodoxe une multitude de populations. Au fond, il y a assez peu de pays orthodoxes hors des frontières de la Russie. C'est un messianisme territorial, continental, somme toute assez mesuré. Bon. À quoi s'oppose aujourd'hui, et c'est un troisième aspect de la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect économique, il y a l'aspect politique que j'évoquais, domination des États-Unis, et puis il y a un aspect qu'on dit souvent entre nous, métapolitique, c'est-à-dire une vision du monde globale à forte empreinte religieuse qui gouverne les élites américaines et qu'elles infligent au reste du monde. C'est un messianisme d'apocalypse en réalité qui fait des États-Unis une nouvelle terre promise et des Américains un nouveau peuple élu, qui précisément a quelque chose d'illimité, de destructeur, d'apocalyptique, c'est-à-dire que le monde, les équilibres du monde, les nations, les cultures, la longue durée, dont l'Empire russe, lui, a fait l'expérience. Parce qu'en réalité, la constitution de l'Empire russe s'est faite par capillarité, ça n'a pas toujours été gentil, hein, ça, il faut quand même être clair, la brutalité a pris sa part dans la formation de l'Empire russe, mais enfin, l'Empire russe a été très assimilateur, dirions-nous, en vocabulaire français. Hein. Il y a eu toute une œuvre de civilisation, d'alphabétisation, de conversion aussi, bien évidemment avec des tensions. Hein. Les Tchétchènes, d'ailleurs, c'est pas un hasard que ce soit ceux qui cherchent à s'émanciper, puisque ce sont les derniers à avoir été colonisés par l'Empire tsariste, et ce sont ceux qui l'ont toujours le moins bien accepté. Bon, je referme cette parenthèse. A l'inverse, l'Empire anglo-américain professe à la fois une espèce de messianisme qui confine au délire. Hein,
l'axe du mal, après l'empire du mal, cette idée que la maison sur la colline, bon ça je ne développe pas, mais c'est dans la mystique protestante américaine, eh bien, va finalement répandre le bien dans le monde à travers la démocratie et le marché. Donc un attelage entre ce messianisme que je n'hésite pas à qualifier de délirant, parce que je n'ai pas d'affection particulière pour cette représentation du monde et pour la notion même de temporalité qui est à l'œuvre dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais ce serait une question trop longue à traiter pour nous, s'articule à un matérialisme du cynisme le plus complet. C'est-à-dire qu'on brandit l'étendard des chevaliers de l'Apocalypse et de la démocratie, et puis on fait du big business. C'est-à-dire qu'on pénètre des marchés entiers en fonction des dictates du consensus de Washington qu'on impose à toutes les nations possibles et imaginables. Donc on est face à cela. J'ai tendance à penser que Poutine est de ceux qui a contribué à refermer cette courte parenthèse de l'hyperpuissance américaine qui s'ouvre donc en 89-91 et qui à mon sens s'achève entre la crise de 2008 et aujourd'hui. Le monde est en train de se reconfigurer et de ce point de vue-là, Poutine a été effectivement un acteur majeur de cette reconfiguration pour une raison simple, enfin pour une raison simple, je ne sais pas si c'est si simple, mais enfin d'une part je crois qu'il nationalise l'Empire russe, je vais y revenir, c'est-à-dire qu'il mène une politique qui est nationale, qui n'est pas messianique, qui est pragmatique, qui est une politique de souveraineté, qui précisément donne l'exemple, ou pourrait donner l'exemple au reste des nations. J'y reviendrai dans quelques instants. Il me semble que de ce point de vue-là, c'est ce qui différencie la Russie de Poutine de la Chine et de l'Inde. Parce qu'on pourrait dire qu'au fond, la multipolarité, bien, elle est aussi bien portée par l'affirmation de l'Inde, de la Chine, qui pèse un poids considérable, en effet, dans l'économie mondiale. Mais je crois qu'il y manque une volonté politique. C'est-à-dire que la Chine et l'Inde sont centrées sur leur développement, sur leur accroissement de puissance économique, mais ne proposent pas une conception diplomatique alternative, véritablement, à l'ordre euro-atlantique, comme on voudra l'appeler, l'ordre anglo-saxon, le nouvel ordre mondial de George Bush père, poursuivi par George Bush fils, puis par Obama. Il n'y a aucune différence dans les élites américaines. Là, il y a juste une inflexion vers le Pacifique, mais les élites américaines sont soudées par une doctrine commune. Ça ne fait strictement aucune différence. Démocrate, républicain, Obama, Bush, là, il faut se libérer de l'idée qu'il puisse y avoir la moindre différence pour nous, Français. Pour les Américains, je n'en discute pas, peut-être au plan social, je ne rentrerai pas là-dedans. Bon. Donc moi, il me semble que Poutine incarne la voix des nations à laquelle il communique, paradoxalement, la force d'un ancien empire. Parce que la Russie, effectivement, c'est pas le Liechtenstein. C'est pas le Belize, et c'est pas, avec tout le respect qu'on a pour ces pays, mais il y a véritablement une mémoire de la puissance. Les Russes y sont très attachés. D'ailleurs, une des raisons de la popularité de Poutine, c'est que les Russes s'identifient à leur État contre le reste du monde, ou en tant qu'il défend les intérêts vitaux de la Russie. Après, à l'intérieur, bon, l'État russe ayant été tout de même, il faut le dire, très souvent tatillon, oppresseur, bureaucratique, les Russes se débrouillent un peu. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation des relations informelles qui, au pire, va vers la corruption, au mieux vers la solidarité et l'entraide, la débrouillardise. Bon, c'est un des aspects un peu plus anecdotiques, mais tout de même intéressants pour ceux qui s'intéresseraient à la Russie, justement, que je développe dans le livre. Donc, il me semble qu'il prête la force de l'Empire à la réaffirmation du principe national. Alors, c'est là peut-être que je vais étancher ta soif de savoir concernant, et peut-être la vôtre, concernant la distinction entre Bonaparte et Napoléon. En effet, pourquoi Bonaparte finalement? Là, je viens d'indiquer pourquoi Poutine. Bon, pourquoi Poutine? Pour penser à un renouveau, un redressement des élites françaises et une réaffirmation de la nation souveraine. J'y reviendrai. Mais pourquoi Bonaparte et pas Napoléon au fond? Bah écoutez, c'est pour des raisons de fond que j'ai choisi ce terme-là, ou ce personnage historique-là, pour penser Poutine en français. Car en effet, c'est un livre qui, je n'en fais pas mystère, exprime une forme de sympathie civilisationnelle et politique à l'égard de la Russie et à l'égard de Poutine. Je n'en fais nullement mystère et je l'assume parfaitement, mais c'est un livre français.
C'est-à-dire que je ne souhaite absolument pas que nous passions sous la tutelle de Moscou après avoir brisé celle de Washington. Ça n'est absolument pas le propos. C'est un livre de patriotes français. Mais je ne fais pas mystère de cette sympathie. Alors pourquoi pas De Gaulle, par exemple? Bon, en fait, j'y ai pensé. Hein. J'ai pensé à comparer les deux figures. Mais il m'a semblé que la trajectoire du général est tellement extraordinaire, vous me direz celle de Napoléon également, mais qu'elle se prêtait sans doute moins à la comparaison, parce qu'il y a au fond beaucoup plus de points communs entre la France des années 1790, post-révolutionnaire, et la Russie des années 1990, après l'implosion de l'URSS, qu'entre la situation que trouve Poutine en 1999 et juin 40. Qui est une défaite militaire absolue, un désastre. Bon, ça me semblait plus difficile à pratiquer. Mais au fond, oui, il me semble que Poutine est un jeune De Gaulle, d'une certaine manière. Hein, dans la mesure où, également, il y a des éléments, et ô combien d'éléments, bonapartistes chez De Gaulle lui-même.